Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous attendiez cette vidéo depuis belle lurette, depuis longtemps. Enfin, elle est là, Madame Geneviève Savard. Elle est bel et bien sur la chaîne immigration et entrepreneuriat et elle a beaucoup de choses à nous partager concernant son ancien boulot parce que c'est une ex-agente d'immigration de IRCC. Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser le soin à Madame Savard de se présenter. Oui, merci Stéphane. Donc, bonsoir, mon nom est Geneviève Savard et aujourd'hui, je suis consultante en immigration, mais par le passé, j'étais agente d'immigration pour le gouvernement du Canada. J'ai travaillé pendant 2 ans en Inde à l'ambassade canadienne, puis après ça, 2 ans au Pakistan. Super. Alors, on va entrer dans le vif de ce sujet. Mhm. J'aimerais déjà savoir combien de temps vous avez passé en tant qu'agent d'immigration pour IRCC. Oui, j'ai passé 6 ans avec eux, OK, ce qui inclut une formation exhaustive là, sur toutes les lois, les règlements et ainsi de suite, là, comment procéder pour super, l'immigration. super. Alors, déjà, je voudrais savoir pourquoi avez-vous décidé de devenir agent d'immigration? Surtout que ça peut être un boulot, autant pour moi, très stressant, dans le sens où vous serez appelé à apposer des visas ou encore à refuser des visas. Pourquoi Mhm. avez-vous choisi ce métier? Quand j'ai terminé mes études, ce qui était le plus important pour moi, c'était de voyager. C'était ça le summum de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai pensé qu'en joignant la diplomatie canadienne, que je pourrais voyager le plus possible. Puis, c'est finalement la filière immigration qui m'a choisie. Donc, c'est un peu un mélange de hasard et de volonté qui m'ont amené là. Tout à fait. Donc, on peut dire que c'est plus l'envie de voyager qui vous amène à aller faire ce type de boulot. Mhm. Alors, moi, j'aimerais savoir, en tant qu'agent d'immigration, quelle est votre tâche au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au jour au jour? C'est-à-dire, quand tu arrives un lundi matin, comment tu gères ta journée? Il y a beaucoup de courriels, des notions de Ottawa qu'il faut mettre à jour, tout ça. Ensuite, bon, il y a évidemment la prise de décision sur les dossiers. J'avais un patron qui me disait que il faut diviser notre temps pour reconnaître les dossiers, les meilleurs dossiers le plus rapidement possible, pour ensuite consacrer notre temps à ceux qui peuvent représenter de la fraude. Donc, je passais le plus clair de mon temps là, à gérer de la fraude. Et finalement, il y avait aussi toutes les autres tâches connexes, comme par exemple s'assurer que l'argent qui est collecté par le gouvernement est bien remis à Ottawa, apposer les visas en tant que tels, faire la gestion de l'inventaire des visas, ainsi de suite. Super, super. Alors, dites-moi, est-ce que on peut considérer que être un agent d'immigration, comme dans votre cas, qui avait travaillé en Inde, au Pakistan, est-ce que c'est un boulot agréable? Est-ce que c'est vraiment la vie de rêve? Être dans les voyages, être dans plusieurs pays, travailler pour le gouvernement canadien, plus ou moins être au soleil. Est-ce que c'était un bon boulot selon vous? C'est une question qui est difficile à répondre, mais si la réponse était oui,
Je pense que je serais encore en train de faire ça. Mais finalement, pour moi, j'ai décidé que l'impact humain était trop difficile sur mes épaules. Puis le fait de vivre dans des pays toujours en difficulté, c'était pesant. Donc, j'ai choisi de revenir m'installer auprès de ma famille là, ici à Québec. Tout à fait. Alors, dites-moi, quelle est la pire chose qui puisse arriver à un agent d'immigration? Je dirais que c'est quand une personne qui fait une demande de visa visiteur arrive au Canada et fait une demande de réfugié. Ça, c'est vraiment là, le summum. Les agents détestent ça. Et pour eux, c'est comme l'idée de s'être fait avoir, qu'on leur a menti. Et ça, ils se font rencontrer par leur patron. Il faut évaluer à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Super. Alors, c'est sûr, on a essayé de faire le tour pour savoir qu'est-ce que ça prend pour être un agent d'immigration. Est-ce que c'est un bon boulot? Est-ce que c'est un boulot pour lequel un résident permanent ou un Canadien nouvellement arrivé d'un pays autre que un citoyen canadien pourrait faire d'ici quelques années? Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet et je sais que beaucoup d'abonnés attendent de cette partie-là. Pourquoi les longs délais? Vous qui avez travaillé en tant qu'agent d'immigration pour IRCC, pourquoi est-ce qu'il y a de trop longs délais dans le traitement des dossiers? La première chose à savoir, c'est qu'il y a une augmentation fulgurante du nombre de dossiers par rapport à si on regarde la capacité de IRCC à traiter ces dossiers-là à l'étranger, c'est pas mal resté la même. Quand je parle de capacité, je parle de nombre d'agents, c'est pas mal resté le même. Donc, là, il y a comme une discordance entre les deux et c'est ça qui amène des longs délais, là, souvent. Mais tout simplement, ils peuvent recruter parce que c'est une discordance entre la main-d'œuvre et le nombre de dossiers à votre bureau. Il faut juste recruter le nombre de personnes qui pourra clencher ces dossiers rapidement. Oui, effectivement, Stéphane, c'est la suite logique quand on se dit, ben, s'il manque de monde, embauche-les en plus. Mais d'abord, il y a tout l'enjeu des lois diplomatiques qui font en sorte que on ne peut pas avoir plus que X nombre d'agents d'immigration dans une ambassade donnée. Il y a les capacités physiques des ambassades où c'est limité en termes d'espace. Les gens étaient un peu empilés les uns par-dessus les autres. Et tout ça fait en sorte que on n'arrive pas à développer un réseau qui est très grand, qui a assez de monde là, pour traiter les dossiers rapidement. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Tu es en Inde, vous êtes une poignée d'agents, peut-être 8, à traiter les dossiers de l'Inde. Et compte tenu que la population de l'Inde est nombreuse, vous recevez tellement de dossiers, à un moment donné, vous êtes submergé. Vous ne pouvez pas tout gérer. Pourquoi ne pas envoyer une partie à Ottawa, au Canada, tout simplement? On a vu que le réseau de IRCC s'est adapté en ce sens-là dans les dernières années où il y a une quinzaine d'années, chaque bureau avait son système informatique. Maintenant, c'est un système mondial qui s'appelle SMGC. Et ce réseau-là permet d'amener les dossiers puis de les faire voyager un peu partout dans le monde. Donc, ils ont pris des dossiers puis ils ont envoyé, je pense notamment, Dakar est un bureau qui était submergé. Ils ont envoyé des dossiers à Huangzhou en Chine, qui, eux, ont fait le tri dans les dossiers. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné tantôt que c'est une des tâches principales d'un agent, c'est de faire le tri. Ben, c'est justement ce qu'ils ont fait. Et après ça, les dossiers ont été retournés à Dakar pour finaliser. Ça a été une option qui a été employée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne rapatrient pas? Si c'est possible d'envoyer un dossier à Huangzhou, un dossier de Dakar, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'envoyer à Ottawa. Tout simplement. Alors, si j'étais ministre de l'Immigration, c'est ce que je ferais. Tout à fait. Mais parce que on accuse beaucoup de longs délais d'attente. Hein. Il y a des personnes qui ont déposé, que ce soit un permis d'études, un visa visiteur ou encore un permis de travail, ça prend beaucoup de temps. Et d'après ce que tu viens d'expliquer, c'est à cause de la main-d'œuvre.
et on ne peut pas recruter, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va toujours subir cette attente-là? Est-ce qu'on va subir ce délai de longue attente afin de, je sais pas, d'avoir la réponse à nos préoccupations? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Malheureusement, ma boule de cristal est en panne aujourd'hui, mais Mais toi qui étais au cœur même de IRCC en tant qu'agent, lorsque vous aviez des dossiers, comment ça se passe au quotidien? Comment est-ce que vous traitez les dossiers? euh, Est-ce que déjà tu peux en parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux rendre public? oui, 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 oui. OK. Oui. Je recevais, disons, une pile de dossiers. À ce moment-là, on avait beaucoup des dossiers physiques, papier, OK. puis on prenait les décisions là-dessus. Moi, j'ai beaucoup préféré ce qui était des dossiers de la classe famille, donc le regroupement familial. Et donc je faisais beaucoup d'entrevues, passer les gens en entrevue. Mais si on regarde, par exemple, quelqu'un qui fait des permis de travail, ben ça, tu reçois ta pile le matin, puis il faut que le soir, ce soit fini. À l'époque, moi, je faisais à peu près une centaine de visas visiteurs par jour, là. Par jour, Ouais. 100 dossiers. Donc, on se rappelle, j'ai mentionné tantôt qu'il y avait quand même plusieurs autres tâches connexes à faire. Fait que c'est pas sur un 8 heures de travail. Alors, si on remet ça sur 7 heures, là, on a calculé l'autre fois, Stéphane et moi, que ça faisait à peu près 4 minutes du dossier, là. Wow. Donc, de manière régulière, hebdomadaire ou journalière, il y a des courriels à regarder, des tris de dossiers à faire. Et puis, vous avez un quota de dossiers par jour qui est de 100 dossiers, au moins par là. Environ, oui. Et quand il arrive qu'un agent est exténué, fatigué, je sais pas, il n'est pas de bonne humeur, est-ce que ça peut pas impacter un dossier? C'est la question à 100 $, c'est sûr. C'est sûr que le stress, la fatigue, ça vient que ça pèse, que c'est difficile, que ça rend les décisions plus difficiles à prendre. Et on va considérer aussi que quelqu'un qui est bien stressé, un agent qui est bien stressé, ne voudra pas prendre le risque de donner un visa tout d'un coup que la personne arrive de l'autre côté et fasse une demande de réfugié. Alors, quelqu'un qui est pressé dans le temps va y aller pour la décision peut-être la plus facile, qui est de dire non, malheureusement. Puis ça va rouler comme ça. Ben, peut-être c'est ça qui expliquerait que dans la plupart des refus, parce que j'en ai épluché des dossiers, j'en ai vu pas mal passer, il y a des refus qui n'ont vraiment pas de sens. C'est-à-dire quand on regarde la lettre de l'agent d'immigration qui dit « je ne suis pas convaincu », on se rend compte que la personne a fourni les preuves financières et l'agent qui revient avec une réponse qui n'a rien à voir avec le dossier. Il dit, vous n'avez pas assez de preuves de fonds. Et pourtant, on voit bien que le dossier, la personne a assez d'argent pour venir au Canada. Souvent, on se pose la question, est-ce que l'agent d'immigration a bien pris le temps de rentrer en profondeur dans le dossier? Et peut-être ça expliquerait ce que tu dis, la fatigue, le stress, qui pourrait peut-être apporter ce genre de conclusion. Vous savez, des fois, moi, j'avais des dossiers où des gens, je retourne avec un exemple de dossier de parrainage familial, parce que c'est ce que j'ai fait le plus. Dans une lettre avec des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes, il me cachait dans le milieu d'un paragraphe que la femme était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Mais ça, c'est un élément super important à savoir. Mais des fois, les gens, ils veulent tout dire, ils veulent tout mettre, puis ça vient qu'ils noient l'agent dans une tonne de preuves, puis c'est difficile de passer à travers et de tout voir. OK. Moi, je vais être pointilleux et je sais que beaucoup veulent le savoir parce qu'on parle et peut-être on tourne autour du pot. Un agent d'immigration, Oui. quand il est en face d'un dossier, tu l'as été, Mm-hmm. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de décortiquer chaque paragraphe, chaque phrase ou tu n'as pas trop le temps là? Tu regardes je veux dire, tu lis en diagonale, tu regardes les points saillants et tu passes. Fais le calcul, Stéphane. J'ai 4 minutes pour passer à travers mon dossier.
Fait que j'ai pas le temps de m'attarder à toutes les petites phrases. Mais c'est quoi ta recommandation si on veut faire un bon dossier, un dossier en bonne et due forme? Quelle est ta recommandation pour qu'un agent en face de ce dossier puisse mettre un avis favorable? Qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je recommande toujours de regarder c'est quoi la liste de vérification du dossier. Les listes sur le site du gouvernement là-dessus sont quand même assez détaillées. Et tu pars et tu fais que ça. Tu ne mets que ce qui est écrit et tu réponds très exactement à qu'est-ce qui est là-dessus. Aujourd'hui, on fait les dossiers électroniquement, c'est plus facile. C'est plus facile de dire ça, c'est le document qui répond à telle préoccupation ou à tel besoin. Ça se fait mieux. Mais dans le temps, je les faisais papier. C'était un peu plus... Plus costaud. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'explications et puis l'agent était noyé dans ces explications parce que c'était tellement à ne point en finir. Il faut penser aussi qu'avant que l'agent regarde un dossier, il y a habituellement une équipe de personnes qui vivent dans le pays. Donc, si je reprends en Inde, j'avais une équipe qui travaillait avec moi qui ne faisait que ça, réviser tous mes dossiers avant que je les regarde pour voir qu'est-ce qu'il y en était et ils me faisaient des résumés. Donc ça, c'est... Assurez-vous, si vous avez des informations importantes à communiquer, de les mettre bien en évidence. Et c'est pas le temps d'écrire des romans quand vous écrivez un agent. C'est pas le temps d'écrire des romans. Allez straight to the point, allez droit au but. Effectivement. Alors, lorsqu'il arrive qu'un agent va mettre une décision défavorable, est-ce que cette décision est influencée ou l'agent, comme le dit la loi, a ce pouvoir discrétionnaire ou a ce pouvoir ultime? Il ne décide pas avec d'autres membres, il est le seul décideur. Ça, c'était un aspect que je trouvais fort intéressant parce que moi, j'étais la seule qui pouvait prendre une décision sur un dossier. Ceci dit, c'est arrivé que j'ai consulté des collègues pour avoir d'autres idées, d'autres points de vue, d'autres options. Quand tu viens des dossiers des fois plus compliqués, tu viens que tu manques, tu sais plus trop quoi faire. Fait que ça, c'est une option. Et même le grand patron, même le ministre, ne peut pas débarquer dans le bureau d'un agent et lui dire tu vas dire oui ou tu vas dire non. L'agent est toujours le seul décideur. Super. Advenant que dans ta carrière, hein, tu as dû refuser des visas pour certains de ces abonnés qui te regardent là. Admettons que tu refuses un visa et que l'abonné ou bien le candidat à l'immigration fasse ce que je vais appeler une demande de révision. Comment ça se passe? Est-ce que tu es interpellé par ton supérieur pour répondre de cette demande de révision? C'est déjà arrivé, par exemple, quelqu'un, le conjoint avait eu un permis d'études pour aller à l'Université McGill. Et là, c'était l'épouse qui voulait, elle aussi, aller à Montréal. Et elle voulait avoir un permis de travail ouvert. Moi, j'ai été l'agent qui a regardé ça et j'ai dit non, d'après moi, elle ne reviendra pas. Fait que je lui donne pas le permis de travail ouvert. L'université a demandé une révision. Mon patron est débarqué dans mon bureau en me disant « Je peux pas te dire quoi faire, mais j'aimerais bien ça que tu révises le dossier. » Puis que tu regardes à nouveau ta décision, voir, prends en considération le fait que c'est McGill, c'est pas n'importe quelle université. C'est bien à savoir tout ça, c'est vraiment pertinent ce que tu dis parce que très souvent, ils sont nombreux, hein, ils nous regardent et ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre déjà pourquoi, déjà comment ça fonctionne un agent d'immigration, parce que déjà on ne sait pas trop, parce que des fois on a des refus parfois confus, on ne comprend pas pourquoi ils ont dit non, ou il faut dire oui. Et c'est bien d'être au cœur de ce métier, de mieux comprendre comment un agent fonctionne. Et aussi, les astuces qu'il va falloir dorénavant mettre en œuvre pour qu'un dossier passe. Mais ça reste toujours, je dirais,
entre guillemets, de la chance. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit tantôt, il peut arriver qu'après 80 dossiers en une journée, qu'au 90e dossier, que l'agent soit essoufflé. Et puis, il peut ne plus avoir de discernement. Étant donné qu'il n'aura plus de discernement, la réponse va être négative pour être prudent. Et c'est là où je dis, c'est un peu malheureux, c'est pas ce qu'on veut parce que ça reste humain. Et n'y Ouais. a-t-il pas d'autres moyens de contrer cela? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres systèmes qui ont été mis en place. Moi, ce que j'aurais rêvé d'avoir, c'est un système d'immigration qui aurait été basé, comme les assurances, sur la probabilité, sur des probabilités de est-ce que cette personne-là risque de revenir, pas revenir, ou s'intégrer, pas s'intégrer, et ainsi de suite, basé sur des chiffres, des statistiques, de ce qui a fonctionné dans le passé, ce qui n'a pas fonctionné. Mais là, présentement, à défaut d'avoir un système comme ça, ben, ils doivent se fier sur l'humain qui a toutes les qualités et les défauts possibles. Tout à fait. Ça reste quand même malheureux pour nous autres. Alors, je ne sais pas si tu connais le système Chinook. Dernièrement, la presse en parlait. Alors, le système Chinook semble biaisé parce que il y a un taux de 80% de refus concernant les Africains francophones. Et la question est de te demander, est-ce que ne penses-tu pas que le système d'immigration est défavorable pour les Africains? Il y a comme une sorte de racisme systémique au sein même des agents d'immigration, ne penses-tu pas? C'est une question qui est très délicate. Comme on l'a mentionné, le système d'immigration, c'est fait à la fois d'êtres humains qui ont des qualités et des défauts. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, ça peut entraîner ce genre d'enjeu-là. Donc ça, c'est problématique et ça ne se passe pas juste en Afrique francophone, ça se passe, il y en a un peu partout dans le monde. Euh, je regarde les dossiers des gens qui viennent du Punjab en Inde sont refusés à 80% aussi. Donc, il y a des endroits comme ça où, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de refus. Pourquoi il y en a autant? C'est là qu'il y aurait peut-être lieu d'avoir des enquêtes, là. De toute façon, il y a une enquête qui a été faite au sein même de l'immigration et puis Shane Fraser essaie d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Et je ne sais pas quel était le dénouement de cette affaire, mais on est encore scotché au niveau de la presse pour en savoir davantage. Mais c'est sûr, il y a une enquête qui a été lancée pour savoir réellement si le système d'immigration est vraiment défavorable à un type de personnes. Alors, chers amis, vous avez pu constater comment un peu ça se passe à l'intérieur de IRCC en tant qu'agent d'immigration. Et donc, au bout de 6 ans, Geneviève, ça va à penser quitter parce que ça devenait trop lourd, trop pesant, les dossiers tout le temps, tout le temps. Et elle s'est consacrée à un autre domaine qui n'est pas très loin de l'immigration. Elle va vous en parler. Mais avant d'arriver dans ce domaine-là, elle va nous dire comment est-ce que, quand elle quitte ERCC, vers quoi elle veut s'en aller. Alors, Geneviève, quand tu as quitté ERCC en 2013, qu'est-ce que tu as voulu faire? Et déjà, comment est-ce que tu prends la décision de quitter cet emploi, surtout que c'est un emploi de rêve, tu es bien payé, tu es à l'étranger, tu voyages, mais pourquoi tu le quittes? Autre que oui, les dossiers, c'est trop lourd, c'est très pesant, mais pourquoi tu le quittes? Y a-t-il d'autres raisons en dehors des dossiers? Est-ce que tu te culpabilisais du fait que tu mettais trop de refus dans des passeports? Dis-nous. Euh, Ce que je trouvais difficile, c'est que quand je faisais des refus, pour moi, dans mon cœur à moi, c'était des refus que j'étais convaincue que c'était problématique pour le gouvernement du Canada. Fait que ça allait. Mais il y a eu des dossiers que des fois j'ai voulu approuver, puis c'était plus difficile. On avait des dossiers compliqués, puis ça me trottait dans la tête, ça me réveillait la nuit. Je ramenais le travail à la maison comme de cette manière-là.
et de vivre dans des pays en voie de développement, comme vivre au Pakistan où il y a des enjeux de sécurité, il n'y a pas nécessairement toujours de l'électricité, où l'eau est pas potable, tout ça, ça affectait ma santé. Et tout ça pour dire que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis j'avais le goût de revenir m'installer proche de ma famille. Super, super. Et donc, tu décides donc de revenir au Canada et tu quittes ton boulot en 2013. Alors, tu vas t'orienter vers quel domaine d'activité? Sur le coup, là, j'étais tellement tannée de parler d'immigration, de penser immigration, de rêver immigration. J'ai dit, moi, je vais devenir une pâtissière. Rien à voir avec l'immigration. Tout à fait. Et alors, tu vas dans la pâtisserie, après tu vas où? J'ai fait toutes sortes de boulots variés, toujours loin de l'immigration, mais que voulez-vous? On dirait que l'immigration, c'est l'histoire de ma vie et éventuellement, c'est revenu dans ma vie. Et j'ai décidé de devenir consultante en immigration. Donc, j'ai dû refaire un cours comme si je savais rien sur l'immigration. Et j'ai recommencé à zéro. Puis maintenant, ben, j'ai mon entreprise là, comme consultante en immigration. Alors, c'est quoi le nom de ton entreprise? Savoir Immigration. Super. Alors, en tant que consultante en immigration maintenant, vu que tu es passé de l'autre côté de la frontière, si on peut appeler ça ainsi, est-ce facile pour toi de monter des bons dossiers afin que d'autres agents d'immigration de l'IRCC puissent les approuver? Vu que tu as été à l'intérieur, tu dois savoir maintenant comment monter les dossiers. Est-ce que ça marche pour toi à 100%? Pour moi, quand je monte des dossiers, c'est sûr que j'ai une longueur d'avance sur quelqu'un d'autre parce que je sais dans ma tête qu'est-ce que j'aurais eu besoin comme agent d'immigration de voir. Mais je ne suis pas différente de d'autres où il faut que je remplisse les formulaires comme tout le monde, il faut que je montre mes preuves comme tout le monde. C'est la même chose dans ce sens-là. Et il y a des catégories de dossiers que j'ai décidé de ne pas faire, comme les permis d'études, où ben, je sais qu'il y a d'avance un taux de refus très élevé. Mais vu que tu connais comment ça se passe au sein de l'IRCC, tu devrais quand même avoir une longueur d'avance, bien faire les dossiers d'études et ça passerait. Mais pourquoi tu ne les fais pas? Ça passe pas? Tu as des refus aussi? Comme tout le monde. Waouh! Et pourtant, je sais qu'est-ce qui doit aller dans un permis d'études, dans un dossier de permis d'études, mais comme tout le monde, j'ai eu mes refus. Et je trouvais ça triste pour les étudiants. J'avais l'impression de vendre du rêve que je n'étais pas capable de livrer. Wow, je reste quand même un peu étonné. C'est quand même problématique. Elle a été agente d'immigration pour l'IRCC, elle devient consultante, elle fait des dossiers de permis d'études et ça passe pas. Waouh. En tout cas, et donc du coup, tu t'es spécialisé dans quel domaine puisque l'immigration est très vaste? Tu es allé dans quel domaine? Moi, j'ai choisi les couples. Donc, je fais du parrainage pour les couples. Alors, un couple qui vient de se marier ou un couple qui est conjoint de fait, ils viennent me voir et puis je montre leur dossier. Et moi, j'aime ça. C'est des belles histoires d'amour et puis on regarde les belles photos et puis c'est beau. Et là, pour les couples, ça marche à 100%, tu n'as jamais eu de refus? Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de refus. Je croise mes doigts puis je cogne sur du bois. Alors, Geneviève, ça va, on a fait le tour, mais ce n'est que la première partie de cette collaboration, de cette vidéo. Il y a beaucoup de questions que nous avons reçues, plus de 40 questions sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, on va passer à la deuxième phase de cette vidéo dans la semaine prochaine. Et Madame Geneviève Savard va répondre à toutes les questions. On mettra les questions de chaque abonné et elle répondra. Elle vous donnera ces éléments de réponse. Et j'espère que ça va vous satisfaire. Et nous invitons aussi nos abonnés à aller sur la chaîne YouTube de Geneviève Savard. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Savoir Immigration. Savoir Immigration. Allez sur sa chaîne, allez regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et c'est une très longue collaboration qui commence entre Geneviève Savard et Immigration Entrepreneuriat. Vu qu'elle est consultante, vu qu'elle a été agent d'immigration, elle va vraiment vous aider à immigrer au Canada. Et c'est ça le but de l'immigration et de l'entrepreneuriat, c'est d'aller chercher des professionnels, des consultants, des personnes qui vont vous aider à immigrer au Canada.
et à vous permettre de réaliser votre rêve canadien. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.